Nous voici réunis aujourd'hui pour analyser un moment qui pourrait bien figurer dans les manuels d'histoire de demain. Les 7 et 8 avril 2026 ont constitué 2 journées d'une intensité rare dans la vie diplomatique et militaire mondiale. Après des semaines de menaces d'une brutalité inouïe des déclarations américaines, évoquant ouvertement la destruction totale d'une civilisation entière de 90 millions d'êtres humains, Donald Trump a finalement annoncé un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. 2 semaines de trêve proclamées sur un réseau social pour tenter de mettre un terme à ce que plusieurs analystes qualifient déjà comme le conflit géopolitique le plus structurellement significatif depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais derrière cette annonce, les contradictions s'accumulent à une vitesse vertigineuse. Israël bombarde le Liban le jour même du cessez-le-feu, causant des centaines de morts en quelques heures. L'Iran referme le détroit d'Ormuz en représailles. Washington dénie les termes que Téhéran affirme avoir imposés. Et pendant ce temps, les marchés pétroliers s'agitent, des flottes de pétroliers restent bloquées à l'entrée du Golfe et les populations de la péninsule arabique commencent à mesurer ce que signifie concrètement vivre sous la menace d'une coupure d'accès à l'eau potable. Sur Monde Multipolaire, nous allons décortiquer tout cela avec rigueur. Nous nous appuyons aujourd'hui sur les analyses de 2 sources d'une grande valeur. D'un côté, un colonel américain à la retraite, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell, vétéran de la politique de sécurité nationale américaine pendant plus de 30 ans. De l'autre, un professeur à l'université de Téhéran, ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranienne, qui nous parle depuis l'intérieur même de la réalité iranienne. Leurs analyses, croisées et enrichies de faits historiques, vont nous permettre de naviguer dans cette actualité d'une extraordinaire complexité. Commençons par l'essentiel, les 2 récits qui s'affrontent depuis l'annonce de la trêve. Du côté de Washington, le président américain publie sur son réseau social qu'il s'agit d'un grand jour pour la paix mondiale, que l'Iran a eu assez, que les États-Unis vont aider à fluidifier le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Le message est vague, triomphaliste et dénué de tout détail concret. Du côté iranien, le récit est radicalement différent. Le Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique publie un document précis en 10 points, approuvé par le guide suprême, après consultation de l'ensemble des organes de décision. Ce cadre comprend notamment un engagement écrit de non-agression des États-Unis, la reconnaissance du droit iranien à l'enrichissement de l'uranium sur son propre territoire, la levée de la totalité des sanctions primaires, secondaires, le versement de réparations à l'Iran pour les destructions causées et la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. En d'autres termes, l'Iran dit « Nous avons imposé nos conditions et les États-Unis les ont acceptées comme base de négociation. » Cette divergence n'est pas anodine. Elle est, selon le colonel américain que nous suivons, le signe d'une réalité politique profondément inconfortable pour Washington. Quelques heures après l'annonce, la porte-parole de la Maison-Blanche tente de corriger le tir. Le plan en 10 points aurait, selon elle, été jeté à la poubelle, remplacé par un plan condensé jugé acceptable. Mais personne ne peut produire ce plan modifié. L'Iran continue de publier ses 10 points originaux comme unique base de la trêve et le président lui-même publie des messages qui contredisent frontalement ses propres négociateurs. Face à cette confusion, le colonel américain identifie 2 scénarios possibles. Premier scénario, les États-Unis répètent un schéma bien documenté. Utiliser une fenêtre diplomatique pour reconstituer leurs forces avant de reprendre les hostilités. Le ministre des Affaires étrangères iranien l'a rappelé à 2 reprises. Lors des 2 dernières séquences de négociations, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques en plein milieu des pourparlers. La méfiance iranienne est donc structurelle, non conjoncturelle. Deuxième scénario, Trump a réalisé qu'il s'était enfermé dans une impasse dont il ne pouvait sortir sans perte de face
et il cherche une sortie de secours diplomatique. Ce scénario est renforcé par plusieurs indices convergents. D'abord, l'échec cuisant de l'opération spéciale contre les installations souterraines iraniennes, qui a coûté des équipements, des vies et une humiliation publique, sans aucun résultat opérationnel. Ensuite, la pression économique considérable exercée par la fermeture du détroit d'Ormuz sur les marchés mondiaux du pétrole. Enfin, l'isolement diplomatique croissant des États-Unis, y compris parmi leurs alliés traditionnels en Asie orientale. Pour contextualiser dans l'histoire longue, la politique de pression maximale contre l'Iran ne date pas de Trump. Elle remonte aux années. Reagan s'est intensifié sous Clinton avec les sanctions économiques de 1995, a atteint un premier sommet avec le retrait américain de l'accord de Vienne en 2000, 10-8, et un second avec l'assassinat du général Qassem Soleimani en janvier 2020. À chaque étape, la pression économique et militaire n'a pas conduit à la capitulation de Téhéran. Cette fois, le rapport de force a changé d'une manière que Washington n'avait pas anticipée. L'une des formules les plus frappantes de cette analyse est celle-ci, tirée du grand quotidien israélien Haaretz. Tout ce que l'Iran doit faire pour gagner, c'est de ne pas perdre. Tout ce que les États-Unis et Israël ont besoin pour l'emporter, c'est d'une victoire spectaculaire. Et cette victoire spectaculaire, après 40 jours de conflits intenses, est manifestement hors de portée. Un parallèle historique saisissant s'impose ici. En juillet 2006, Israël avait déclenché une guerre de 33 jours contre le Liban, pensant écraser le Hezbollah en quelques semaines. Le résultat avait été une humiliation militaire pour Tsahal, reconnue publiquement par la commission Winograd, créée par le gouvernement israélien lui-même. En 1982, l'armée israélienne avait envahi le Liban et massacré des civils dans les camps de Sabra et Shatila, sous la supervision du ministre de la Défense Ariel Sharon. Selon l'analyse que nous suivons, la situation actuelle est encore plus grave que ces deux précédents réunis. Le jour même de l'annonce du cessez-le-feu, Israël lance au Liban ce que ses propres médias baptisent l'opération Ténèbres éternelles. En moins de 10 minutes, plus de 100 frappes aériennes s'abattent sur des zones résidentielles libanaises. En quelques heures, 254 civils sont tués. Le Liban, un pays de 5 millions d'habitants, voit ainsi son territoire frappé le jour même où la paix est censée être proclamée. Le Premier ministre du Pakistan, pays médiateur dans ces négociations, avait pourtant été explicite dans son annonce officielle de la trêve. Celle-ci incluait le Liban et prenait effet immédiatement. Ce texte, rendu public sur les réseaux sociaux, reprend mot pour mot une formulation dont l'origine américaine semble évidente, le Premier ministre pakistanais l'ayant copié-collé depuis un document américain, une erreur corrigée dans la précipitation. Ce qui signifie que les États-Unis avaient bien inclus le Liban dans le cadre de la trêve, avant que Trump ne revienne sur ce point quelques heures plus tard, qualifiant le conflit au Liban de simple escarmouche séparée, ne relevant pas du cessez-le-feu. L'interprétation de ces événements est sans ambiguïté. Netanyahou cherche délibérément à torpiller le cessez-le-feu. Il veut donner à son électorat un sentiment de victoire partielle, et il sait que chaque mort libanais enterre un peu plus les chances d'un accord durable. Les bombes qui tombent sur Beyrouth le jour du cessez-le-feu ne sont pas le fruit d'un malentendu opérationnel. Elles constituent un message politique adressé à Washington. Israël ne s'arrêtera pas sans pression directe et crédible. Un témoignage personnel vient renforcer ce constat. Jour après jour, le décompte des violations des cessez-le-feu précédents, celui au Liban de novembre 2024 et celui à Gaza de janvier 2025 a été suivi avec précision. La conclusion est cinglante. Il n'y a pas eu un seul jour sans que des Palestiniens ou des Libanais soient tués par Israël pendant ces soi-disant trêves. Pas un seul jour. Et à chaque fois, une justification procédurière était avancée.
Cette mécanique de violation habillée d'excuses s'inscrit dans une longue tradition. En 1956, lors de la crise de Suez, Israël avait violé plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU avant d'être contraint de se retirer sous la pression d'Eisenhower lui-même, qui avait alors refusé de couvrir l'aventurisme israélien. 70 ans plus tard, la dynamique s'est inversée. Washington couvre systématiquement chaque violation israélienne, privant tout mécanisme de cessez-le-feu de sa substance juridique et politique. Un point crucial s'impose alors, les États-Unis sont supposés être les garants de ces cessez-le-feu. Mais puisqu'ils soutiennent inconditionnellement une des deux parties, leur rôle de garant est structurellement fictif. La Cour internationale de justice a bien rendu des ordonnances conservatoires dans le cadre du dossier du génocide à Gaza, à la demande de l'Afrique du Sud. Mais ces décisions sont restées lettres mortes, Israël les ayant simplement ignorées sans aucune conséquence. Netanyahou fait face à une pression politique intérieure qui se déploie sur deux fronts simultanément. D'un côté, des figures de la droite israélienne dures, comme l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, l'attaquent publiquement pour ne pas avoir éliminé le Hamas à Gaza et pour avoir laissé des combattants ennemis continuer à opérer depuis les tunnels. De l'autre, les généraux de Tzahal ont clairement signifié leur refus de pénétrer dans les tunnels de Gaza avec des troupes au sol. La formule rapportée est saisissante. Si vous nous montrez le chemin, monsieur le Premier ministre, nous vous suivrons à 100 mètres derrière. En langage militaire, le message est limpide. L'armée israélienne refuse d'endosser seule le coût humain d'opérations terrestres dont Netanyahou réclame les bénéfices politiques. À cette pression intérieure s'ajoute une exposition diplomatique croissante. Le New York Times a publié une enquête révélant comment Netanyahou avait convaincu Trump de s'engager militairement contre l'Iran en lui garantissant des résultats qui ne se sont jamais matérialisés, le renversement du régime islamique, l'impossibilité pour l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz, la destruction des capacités en missiles et en drones en quelques semaines. Aucune de ces promesses n'a tenu. Pratiquement tous les conseillers seniors de Trump, de Marco Rubio à John Ratcliffe, avaient exprimé des doutes. Seul Pete Hegseth s'était montré enthousiaste selon cette même enquête. Pour comprendre le rapport de force actuel, il faut revenir sur les 40 jours de conflit qui ont précédé ce cessez-le-feu. Pendant 40 jours, l'Iran a maintenu un rythme soutenu de frappes de missiles et de drones contre des cibles américaines et israéliennes, contre des bases américaines dans la région du Golfe, ainsi que contre des infrastructures d'États arabes considérées comme complices de l'agression. Ce rythme n'a pas faibli, aucun signe de pénurie de munitions n'a été observé. L'analyse montre que l'Iran prépare ce moment depuis 25 ans. Sa doctrine militaire repose sur 3 piliers. Premier pilier, la profondeur stratégique des installations dispersées et enterrées dans des montagnes et des tunnels à plusieurs centaines de mètres de profondeur, rendant les frappes aériennes peu efficaces. Deuxième pilier, la masse de feu, un stock de missiles et de drones d'une ampleur systématiquement sous-estimée par les services de renseignement occidentaux. Troisième pilier, la résilience économique construite sur des décennies de contournement des sanctions, permettant à l'Iran de produire ses armements sur son propre territoire sans dépendance extérieure. Enfin, une donnée technique d'une importance considérable s'impose, les stocks de missiles d'interception israéliens s'épuisent. Un tableau de bord interne, jugé fiable par les analystes, montre les niveaux restants pour les différents systèmes du dôme de fer aux missiles Patriot fournis par les États-Unis. En 2 jours, 4 jours, 7 jours, 9 jours, 12 jours, les stocks diminuent à une vitesse alarmante. Israël est désormais contraint de trier ses interceptions en réservant ses systèmes les plus performants aux projectiles, les plus destructeurs, notamment les missiles hypersoniques iraniens, contre lesquels aucun système de défense existant n'est réellement efficace.
20% des exportations mondiales de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz, un chiffre fourni par l'Agence internationale de l'énergie, qui, à lui seul, suffit à comprendre l'enjeu. La Corée du Sud importe environ 70% de son pétrole du Moyen-Orient, le Japon près de 85%. Quant à l'Europe, déjà fragilisée par la rupture de ses approvisionnements en gaz russe depuis 2022, elle ne dispose d'aucune alternative immédiate, autrement dit, en fermant le détroit. D'Ormuz, même temporairement, même partiellement, l'Iran détient un levier de pression sur l'économie mondiale que nul autre acteur régional ne possède. Un rapport récent évoque même une hypothèse, l'instauration d'un péage d'1$ par baril de pétrole pour les pétroliers traversant le détroit, avec un paiement en crypto-monnaie, et un partage des recettes avec Oman, l'autre rive. Si un tel mécanisme venait à se concrétiser, ce serait bien plus qu'une mesure économique. Ce serait une forme d'institutionnalisation de la souveraineté iranienne sur cette voie maritime, une véritable rupture géopolitique sans précédent depuis la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956. Un précédent juridique éclaire cette situation. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, acceptée par plus des 2/3 des nations, encadre précisément le statut des détroits internationaux. Et pourtant, les États-Unis ne l'ont jamais ratifié. Le texte est resté bloqué au Sénat, sous la pression de grandes entreprises désireuses d'exploiter les fonds marins sans contrainte internationale. Résultat, une contradiction profonde. Les États-Unis invoquent le droit international lorsqu'il les sert et l'ignorent lorsqu'il les contraint. Une posture qui, progressivement, érode leur crédibilité en tant que garant d'un ordre mondial fondé sur des règles. Dans le même temps, les États arabes du Golfe ont joué un rôle actif dans le soutien à l'agression contre l'Iran. Des bases américaines situées sur leur territoire ont servi de point d'appui. Des espaces aériens ont été ouverts, des facilités logistiques ont été accordées. Dans ce contexte, les représailles iraniennes visant des cibles aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Qatar et ailleurs ne relèvent pas d'actions arbitraires. Elles s'inscrivent dans une logique de réponse à une participation active au conflit. Un élément, enfin, change radicalement la lecture stratégique de la région. Les États du Golfe sont, avant tout, des déserts. Ils ne disposent pratiquement d'aucune ressource naturelle en eau potable. Toute leur survie dépend d'usines de dessalement, installées le long des côtes, des infrastructures parfaitement identifiées, cartographiées et à portée des missiles iraniens. Si ces installations venaient à être détruites, ces États ne pourraient tout simplement pas survivre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique. L'Iran n'a pas recours à cette option. Mais le simple fait qu'elle existe et que chacun en ait conscience suffit à modifier en profondeur l'équation stratégique de toute la région. Le colonel américain, vétéran de décennies passées au service de la puissance américaine, laisse transparaître dans son analyse une douleur qui n'est pas feinte. Il revient sur l'architecture juridique et institutionnelle construite après la Seconde Guerre mondiale. 100 millions de morts pour la seule, période 1939-1945. Face à cette catastrophe sans précédent, les nations du monde ont construit un système destiné à empêcher que cela ne se reproduise jamais. Le tribunal de Nuremberg a posé les fondations. La Charte des Nations Unies a érigé l'interdiction de la guerre, d'agression en norme suprême du droit international. Les conventions de Genève ont codifié la protection des civils. Et le général Dwight Eisenhower, qui avait mieux que quiconque mesuré le coût humain de la guerre, a consacré son autorité politique et militaire, a renforcé ses institutions, avant d'avertir, dans son discours de fin de mandat de janvier 1961, du danger que représentait le complexe militaro-industriel pour la démocratie américaine elle-même. Sa formule est restée dans les mémoires. Ce n'est pas une façon de vivre du tout au sens véritable du terme. C'est l'humanité pendue à une croix de fer. Le colonel observe que la crise de Cuba
en 1962. Les 13 jours de terreur nucléaire est resté dans les mémoires comme le moment le plus dangereux de la guerre froide. Mais il rappelle que la crise de Berlin, à l'été 1961, était en réalité plus grave stratégiquement. La République démocratique allemande se vidait de sa population, les soviétiques se trouvaient dans une position existentiellement inconfortable et la possibilité d'une escalade militaire directe en Europe centrale était bien réelle. Cette culture de la retenue, de la négociation, de la construction patiente d'espaces de désescalade, voilà ce qui a été méthodiquement détruit depuis le 11 septembre 2001. L'éditeur d'anti-war.com rapporte un échange qui en dit long sur l'état d'esprit de l'administration actuelle lors d'une interview accordée au New York Times. Après l'opération militaire contre le Venezuela, un journaliste avait demandé directement à Trump ce qui le contraignait, quelles limites il s'imposait, quel regard il portait sur le droit international. La réponse du président américain est lapidaire: ma propre moralité est la seule chose à laquelle j'ai à répondre. Cette déclaration, passée relativement inaperçue, signifie explicitement que le président de la première puissance nucléaire mondiale se considère comme affranchi de tout cadre juridique international, de tout mécanisme de contrôle institutionnel, de tout précédent jurisprudentiel. Le professeur iranien soulève alors une question qui mérite d'être posée à voix haute. Où étaient, pendant ces semaines de menaces génocidaires, les grands médias occidentaux autoproclamés gardiens de la démocratie et des droits humains? Aucune manchette outragée du New York Times, aucun éditorial fulminant du Guardian, aucun journaliste vedette pour interpeller l'administration sur la légalité de ces menaces, le silence de la presse occidentale face à des déclarations qui, dans la bouche de n'importe quel autre dirigeant mondial, auraient déclenché une tempête de condamnation, révèlent quelque chose de fondamental sur les structures de pouvoir qui organisent le discours public en Occident. La conclusion du professeur iranien est implacable. Nous vivons dans une époque où la classe dirigeante occidentale, médias, gouvernements, institutions financières, s'est coupée de toute boussole morale indépendante. Quand le président des États-Unis menace d'effacer une civilisation de 90 millions de personnes de la surface de la Terre, et que cela ne produit pas une crise politique majeure en Occident, ce silence n'est pas de la prudence, c'est de la complicité, l'impact de cette crise sur les alliances traditionnelles des États-Unis est profond et durable. La Corée du Sud et le Japon, dépendant à plus de 70% du pétrole moyen-oriental, se trouvent dans une situation d'urgence économique que Washington a directement provoquée en attaquant l'Iran sans les consulter. Ces pays ne sont pas des adversaires des États-Unis, ce sont leurs alliés les plus proches en Asie orientale, abritant des dizaines de milliers de soldats américains sur leur territoire. Et ils découvrent aujourd'hui que cette alliance peut leur coûter leur approvisionnement énergétique. La question qui se pose désormais dans ces capitales est simple. Est-ce que l'alliance avec Washington vaut le prix d'un embargo pétrolier auto-infligé par un président américain qui n'a consulté personne avant de déclencher une guerre? Cette question posée en privé dans les chancelleries de Séoul, de Tokyo et de New Delhi marque le début d'un réexamen stratégique dont les conséquences se feront sentir pendant des décennies. L'une des questions qui sous-tend l'ensemble de cette crise, c'est celle du statut nucléaire réel de l'Iran. Le colonel américain qui a travaillé directement sur le démantèlement du réseau de prolifération nucléaire du Pakistanais Abdul Qader Khan, dans les années 2000, apporte ici un éclairage que peu d'analystes publics peuvent offrir. Le réseau Khan était le supermarché clandestin de la technologie nucléaire. Il a fourni des plans centrifugeuses, du matériel d'enrichissement et du savoir-faire à la Libye, à la Corée du Nord et
très vraisemblablement à l'Iran. Ce que le colonel souligne en particulier, c'est ce que les Nord-Coréens ont enseigné aux Iraniens. Non pas les aspects proprement nucléaires, la physique de la fission, la conception des têtes, mais quelque chose de tout aussi crucial. Comment construire des installations souterraines indétectables? Comment creuser des tunnels assez profonds pour résister aux bombes bunker buster américaines? Comment tester une arme nucléaire sans que les satellites de renseignement et les stations sismiques ne la détectent? La Corée du Nord a, en effet, réussi ce tour de force lors de son premier essai nucléaire. Ce n'est que grâce au centre sismologique de Genève que les services américains ont eu connaissance du deuxième test. La conclusion du colonel est formulée avec la prudence d'un professionnel qui sait ce que signifient les mots. L'Iran pourrait être une puissance nucléaire en ce moment même ou très proche de l'être. Si c'est le cas, cela se serait produit dans des laboratoires souterrains parfaitement camouflés, loin des capteurs satellitaires et des inspecteurs de l'AIEA. Et si l'Iran possède une arme nucléaire, la dynamique de dissuasion du Moyen-Orient se trouve radicalement transformée. Le colonel évoque un scénario qu'il qualifie lui-même d'extrême, mais non impossible. Et si Netanyahou, acculé politiquement et militairement, décidait de recourir à l'arme nucléaire israélienne, Israël possède un arsenal estimé entre 80 et 90 ogives nucléaires, selon les évaluations non officielles des instituts de recherche spécialisés. Israël n'ayant jamais officiellement admis ni nié posséder ces armes dans ce que l'on appelle la doctrine de l'ambiguïté nucléaire. Le colonel analyse froidement les paramètres militaires d'une telle décision pour détruire efficacement les installations nucléaires iraniennes dispersées sur un territoire grand, comme 2 fois la France, enfouies à des profondeurs variables dans des montagnes. Il faudrait vraisemblablement entre 35 et 40 ogives de faible puissance. Ce n'est pas une frappe chirurgicale, c'est une campagne nucléaire. Et si l'Iran possède effectivement une ou plusieurs armes nucléaires, la riposte est non seulement possible, mais vraisemblable. Le colonel conclut que Netanyahou serait insensé de s'engager dans cette voie. Mais il ajoute aussitôt que le qualifier d'insensé lui semble désormais une caractérisation appropriée. Le professeur iranien formule une thèse que partagent de nombreux analystes géopolitiques du monde non occidental. La crise iranienne de 2026 marque non seulement une défaite américaine dans un conflit régional, mais un changement structurel dans l'ordre mondial. Cette thèse repose sur plusieurs observations convergentes. Premièrement, l'Iran a prouvé qu'une puissance de taille moyenne, dotée d'une industrie de défense autonome, d'une doctrine militaire asymétrique sophistiquée et d'une détermination politique à toute épreuve, peut tenir tête à la première puissance militaire mondiale pendant 40 jours, sans montrer de signes d'épuisement. Cette démonstration va résonner dans tous les pays qui subissent la pression américaine. La question que ces pays se posent désormais est simple. Si l'Iran a dit non, pourquoi pas nous? Deuxièmement, le contrôle du détroit d'Ormuz représente un changement qualitatif dans la position internationale de l'Iran. Si l'Iran parvient à institutionnaliser une forme de gestion partagée de ce détroit, il acquiert un levier de puissance qui dépasse de très loin son poids économique actuel. Le précédent le plus proche dans l'histoire récente, c'est la nationalisation du canal de Suez, Nassé en 1956. Un événement qui avait transformé l'Égypte en acteur incontournable de la politique mondiale et marqué la fin de l'ère coloniale britannique et française, Moyen-Orient. Troisièmement, la Chine et la Russie sortent de cette crise
dans une position renforcée. Moscou a signé des contrats énergétiques à long terme avec l'Inde, la Chine et la Turquie. Pékin a développé sa relation économique avec Téhéran dans le cadre d'un accord de coopération de 25 ans signé en 2021 et dispose des capacités industrielles pour contribuer massivement à la reconstruction iranienne. Le monde multipolaire dont nous parlons sur cette chaîne n'est plus un horizon lointain. Il se construit sous nos yeux. Les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Bahreïn ont joué un rôle actif dans le soutien à l'agression contre l'Iran. Et maintenant, avec la fermeture du détroit d'Ormuz et la menace que leurs infrastructures critiques, usines de dessalement, terminaux pétroliers, aéroports, puissent être frappées à tout moment. Ils découvrent le vrai coût de leur alignement sur Washington. Le professeur est direct, si ces régimes choisissent de continuer sur la voie de la confrontation avec l'Iran, ils risquent de ne plus exister sous leur forme actuelle dans quelques années. Les frontières tracées par les puissances coloniales au début du XXe siècle, notamment l'accord Sykes-Picot de 1916 entre la France et la Grande-Bretagne, pourraient être remises en question si ces régimes choisissent la sagesse et reconnaissent la nouvelle réalité géopolitique. Il existe une voie vers une stabilité durable. Mais cette stabilité ne pourra plus être bâtie sur la domination unilatérale américaine. Elle devra être négociée entre acteurs régionaux souverains. Le professeur iranien conclut son analyse par un rappel historique que les médias dominants préfèrent généralement occulter, après les attentats du 11 septembre 2000, l'Iran avait tendu la main à Washington. L'ambassadeur iranien avait participé à la conférence de Bonn qui a mis en place le nouveau gouvernement afghan. Des renseignements iraniens avaient été partagés avec la CIA. L'Iran avait offert une coopération large sur la question d'Al-Qaïda, organisation que Téhéran considérait comme une menace, autant que Washington. Cette ouverture a été rejetée. En janvier 2002, George W. Bush a inclus l'Iran dans son célèbre axe du mal, enterrant toute possibilité de rapprochement. Les auteurs du livre « Aller à Téhéran », deux anciens membres du Conseil de sécurité nationale américain sous Bush, dont l'un avait démissionné en signe de protestation contre la guerre en Irak, ont documenté en détail ces occasions manquées. Ils ont été marginalisés et diabolisés par l'establishment politique américain des deux partis. Si leurs recommandations avaient été suivies, l'Iran et les États-Unis entretiendraient aujourd'hui des relations normales. Le détroit d'Ormuz serait ouvert et des dizaines de milliers de civils en Iran, en Irak, en Syrie, au Liban, à Gaza et en Ukraine seraient encore en vie. Nous arrivons au terme de cette analyse et je veux vous laisser avec quelques pensées de fond que ce moment de l'histoire nous impose. Ce que nous venons de traverser ensemble, c'est la cartographie d'un changement d'époque. Non pas un simple changement de gouvernement, non pas une crise de plus dans une région tourmentée, mais transformation structurelle de l'ordre mondial que nous avons connu depuis 1989 et la chute du mur de Berlin. La puissance unilatérale américaine fondée sur la supériorité militaire, la domination du dollar et le contrôle des institutions internationales se heurte pour la première fois depuis des décennies à une résistance qu'elle ne peut ni écraser ni acheter. L'Iran n'a pas gagné parce qu'il est plus fort militairement que les États-Unis, ne l'est pas. L'Iran a gagné parce qu'il a su rendre le coût de l'agression insupportable. Économiquement,
pour les marchés mondiaux dépendants de ces hydrocarbures, militairement, pour une armée américaine qui a découvert que sa supériorité technologique ne suffit pas face à une société entière mobilisée pour sa survie et diplomatiquement en forçant Washington à accepter un cadre à négociation qu'il n'avait pas rédigé. Sur Monde multipolaire, nous continuerons à suivre les développements de cette situation avec la rigueur et l'équilibre que vous attendez de nous. Si cette analyse vous a été utile, partagez-la autour de vous, car les enjeux que nous venons de décrire concernent chaque habitant de cette planète, indépendamment de la nationalité, de la religion ou de l'appartenance politique. Il y a une fenêtre diplomatique. Elle est étroite, elle peut encore se refermer. Tout dépend de la capacité des acteurs impliqués à choisir la sagesse, plutôt que l'hubris. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une possibilité. Et sur Monde multipolaire, nous continuerons à la défendre. À très bientôt.